Si vous avez l'impression de faire semblant ou de vous forcer, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes ni dans les bons endroits. Vanessa Van Edwards. Vanessa Van Edwards. Vanessa Van Edwards. Le génie derrière les indices fascinants. Vanessa, enquêtrice en chef à Science of People, a aidé des millions de personnes et des entreprises comme Google et Microsoft à maîtriser l'art de la communication. Les vrais extravertis sont énergisés par les interactions sociales et s'épuisent en solitaire. Les vrais introvertis ne tirent pas leur énergie des gens, mais seulement lorsqu'ils sont seuls. Vous n'avez pas à prétendre être extraverti pour être apprécié. Dans cet épisode, elle partage ses connaissances scientifiques sur la compréhension des gens, l'amélioration du leadership et le renforcement des compétences interpersonnelles. Vous pouvez utiliser votre marque authentique de charisme pour trouver vos gens. Si vous avez trop de compétences sans assez de chaleur, les gens se méfient de vous et de vos idées. Peuvent-ils vous faire confiance et compter sur vous? Répondre rapidement aux questions en donnant des indices est la formule pour être considéré comme plus charismatique. Pour être un meilleur enseignant, je dois rendre mon contenu chaleureux et compétent afin de répondre aux préférences de tous. Vanessa, merci d'être là. Je suis ravi de faire ça. Je veux commencer par quelque chose que vous avez dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est un point intéressant à disséquer pour le public s'ils n'ont pas consommé votre travail. Je sais que vous avez réalisé de nombreux podcasts, donné une conférence TED très populaire et parlé lors de nombreux événements. Mais pour les personnes qui entrent tout juste dans votre monde, vous vous êtes décrit comme une personne maladroite en rétablissement. Comment cela nourrit le travail que vous faites maintenant? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce qu'une personne maladroite en rétablissement et comment cela vous a-t-il mis en route dans votre voyage? Eh bien, merci pour cela. Oui, j'ai toujours pensé que j'avais manqué un mémo quand il s'agissait de personnes. Je me disais, ai-je manqué le cours où tout le monde a appris à bavarder et à parler aux gens et à quoi faire avec mes mains et comment me tenir? Je me suis donc toujours sentie maladroite. Ma maladresse se déguise, comme je pense que chacun a une part de maladresse qui peut se manifester différemment. Donc, les gens peuvent être maladroits et cela les rend trop dramatiques et bruyants. La maladresse des gens peut se déguiser et cela peut les faire se fermer et être silencieux. Et c'est le mien. Je me retrouvais dans une situation où je voulais vraiment bien m'entendre avec les gens, mais je n'avais aucune idée de quoi dire. Je ne savais pas comment me comporter face au public, ni quoi faire de mon corps et de mes gestes. Je me refermais et réfléchissais trop socialement. Si vous êtes un surpenseur social, je suis désolée. C'est très douloureux de suranalyser tout ce que vous pourriez dire et de repenser à tout ce que vous avez dit. C'est une situation très pénible. Et donc, je pense que j'ai commencé ma carrière par accident où je me disais, y a-t-il un livre de règles pour les non-extravertis pour interagir? La plupart des livres là-bas, comme Comment se faire des amis et influencer les gens, excellent ouvrage écrit par un extraverti. Si vous n'êtes pas naturellement extraverti, il est difficile de prendre certains de ces conseils. J'ai alors commencé à me demander comment les introvertis, les ambivertis et la plupart des gens qui se situent entre l'introversion et l'extraversion peuvent-ils faire une bonne conversation sans se sentir inauthentique? Comment peuvent-ils entrer dans une pièce sans occuper d'espace? Comment peuvent-ils sembler intelligents sans faire de bruit? Comment peuvent-ils diriger avec une sorte de pouvoir silencieux plutôt qu'avec une personnalité extravertie et bombastique? Et c'est de là que tout est venu? Je suis curieux de savoir si vous avez traversé tous ces mécanismes d'adaptation que je ressens personnellement et je veux décrire une situation pour que je puisse comprendre où je me situe sur le spectre et cela m'aidera à poser de meilleures questions, mais quand je sors avec des gens, j'ai l'impression que j'apprécie d'être plus à la maison. Et j'ai l'impression que parfois, sortir avec des gens me vide de mon énergie et je peux le faire. Et c'est drôle parce que je suis animateur de podcast et je parle sur scène et comme je dois être extraverti à un certain degré, mais je me demande si j'ai appris à être extraverti grâce à certains mécanismes d'adaptation ou si je suis plutôt ambivert ou si ce sont des sentiments similaires que vous avez ressentis au cours de votre carrière. Parce que, encore une fois, vous avez le manuel sur comment j'ai commencé introverti, ambivert, peu importe. Et maintenant, vous faites toutes les mêmes choses. Je veux dire, vous avez parlé à Quest South By, donc ce n'est pas une petite foule. Étonnamment, plus la foule est grande, moins je suis mal à l'aise. C'est drôle. D'accord. Donc toi, je suis tellement contente que tu aies abordé ce sujet, la situation. Alors, définissons introverti, ambiverti, extraverti, et parlons des forces et des faiblesses de chacun afin que, où que vous soyez sur le spectre, vous puissiez honorer vos forces sociales.
Le problème est que la plupart d'entre nous qui se sentent mal à l'aise sont formés à un seul type de force sociale, l'extraverti qui fait la fête. Raconter de belles histoires, faire rire et inclure tout le monde. C'est un type de force sociale, mais certainement pas le seul. Ainsi, les extravertis, et je parle de vrais extravertis, tirent leur énergie des autres et perdent de l'énergie lorsqu'ils sont seuls. Un vrai extraverti, lors d'une mauvaise journée, recherche la camaraderie. Il veut être entouré de gens et discuter. Lors d'une bonne journée, ils cherchent la compagnie des autres pour célébrer et être joyeux, car c'est ainsi qu'ils se ressourcent et se remplissent d'énergie positive. Les vrais introvertis ne tirent pas d'énergie des gens. Ils ne s'énergisent que lorsqu'ils sont seuls. Les ambivers tirent de l'énergie de certaines personnes et situations, mais d'autres les épuisent. C'est la clé. Je pense que 82% des gens sont des ambivers, et la recherche est difficile à ce sujet. Mais la plupart des gens ne sont en réalité ni de vrais introvertis, ni des extravertis. La chose essentielle pour les ambivers à faire est de comprendre qui vous épuise. Je parie que si tu y réfléchissais, Scott, tu trouverais des gens avec qui prendre un café et discuter longuement. Tu pourrais passer tout le week-end avec eux. Pas de problème. Long trajet en voiture. Super. Ou il y a d'autres personnes où après 15 minutes, tu es comme « je... » Hai obtenu. Alors, qui est le premier? Et c'est vraiment éclairant et terrifiant. Si c'est mon premier défi et que tu écoutes, tu es prêt. Je veux que tu fasses 2 listes. Une liste de personnes qui t'épuisent. Quand tu vois leur nom sur ton agenda, tu es du genre un peu d'appréhension, comme si tu espérais secrètement qu'elles annulent pour te soulager, non? Voici la liste. Ils ne sont pas toxiques, mais tu n'en tires simplement pas d'énergie. L'autre liste, souvent plus courte, rassemble les personnes avec qui un long road trip serait absolument fantastique. Passer toute la journée avec eux serait génial. Qui, ensuite, c'est où? Le lieu affecte la façon dont nous obtenons de l'énergie sociale. Par exemple, je vais souvent à des conférences. Sur scène, c'est génial. Je reçois de l'énergie du public. Plus il est grand, mieux c'est. Un happy hour après l'événement de prise de parole, je préférerais m'allonger sur un lit de clous. C'est comme ça que je ressens les happy hours. Et donc j'ai appris, les grandes pièces bruyantes avec beaucoup de bavardage et beaucoup de rotation, vraiment pas bon pour moi, comme si j'étais vraiment épuisée. Alors qu'en tête-à-tête, comme lors d'un podcast ou si je suis sur scène, j'enseigne quelque chose ou si je suis dans un petit groupe dîner intime, super, j'en tire de l'énergie. Donc fais 2 listes en précisant où tu es. Quels sont les lieux qui te fatiguent et où, après seulement 10 minutes, tu as envie de rentrer chez toi pour regarder Netflix? Où sont les endroits ou les situations où tu te sens vraiment toi-même et tu adores ça? Cela pourrait même être sur ton lieu de travail. Des gens me disent, mais de l'emplacement de leur cubicle par rapport à la salle de réunion ou de la salle de réunion par rapport à la salle de pause, c'est comme ça. Et puis, la dernière chose est quoi? Alors, quels sujets ou quelles activités vous donnent de l'énergie par rapport à celles qui vous épuisent? J'adore faire de la randonnée, marcher ou m'exercer, tout en discutant avec quelqu'un. J'aime ce mouvement et cette dynamique. J'adore les cours avec des gens, contrairement à simplement prendre un café qui n'est pas forcément mon préféré. En fait, chaque fois que les gens disent qu'ils sont à Austin, on peut sortir. Je te propose d'aller manger des tacos et de faire une balade. Qu'en dis-tu? C'est une chose rapide, tu sais. Et ensuite, nous sortons, nous allons marcher. Donc, le quoi est aussi vraiment important. Quels sujets vous passionnent et quelles activités vous passionnent? Et cela va vous aider à clarifier où se trouvent vos véritables forces sociales. Une réponse brève à un concept potentiellement vaste. C'est une excellente réponse car je pense que les gens ont l'impression qu'ils doivent être tout dans chaque situation. Oui. Je tiens à être très clair. Vous n'avez pas à prétendre être extraverti pour être aimé. Si vous avez l'impression de faire semblant ou de vous forcer, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ni aux bons endroits. Vous pouvez utiliser votre charisme authentique pour trouver votre peuple. Vous devez juste savoir ce qu'est votre charisme de marque authentique. Alors c'est le premier, et peut-être décrire pour le public le charisme, parce que nous venons de parler d'introverti, d'extraverti, d'ambiverti. Comment le charisme s'intègre-t-il à cela? D'accord, merveilleux. Il y a environ 9 ans, j'ai découvert une étude qui a littéralement changé la façon dont j'interagis. Et j'espère maintenant que cela changera également votre perspective. Il s'agit d'une étude de recherche qui a été réalisée en 2002. Elle a été reproduite plusieurs fois. Il s'agit d'excellentes recherches menées par le Dr. Susan Fiske. Elle a découvert que les personnes très charismatiques montraient toutes les hypothèses de ce que pourrait être le charisme, selon sa définition. Sont-ils plus extravertis? Sont-ils plus attirants? Sont-ils plus grands? Sont-ils plus intelligents? Sont-ils plus drôles? Ces variables diverses auxquelles nous songeons en pensant au charisme.
Mais en vérité, rien de tout cela n'a d'importance. Le véritable indicateur du charisme est que les individus hautement charismatiques se classent hors normes dans 2 traits spécifiques, la chaleur et la compétence. Ces 2 traits représentent 82% de nos impressions sur les gens. N'est-ce pas drôle? 82% des gens sont des ambivers et 82% de nos impressions. Je ferais mieux de m'assurer que ceux... Son numéro magique. Disons les bas 80. Disons les bas 80. Lors d'une réunion, d'une présentation, d'une fête, d'un événement de réseautage ou d'un rendez-vous, nous avons tendance à nous concentrer sur une dizaine de choses. Je dois être drôle, je dois être intéressant, je dois être impressionnant, je dois être intelligent, je dois être attirant. Mais en réalité, ce que montrent les recherches, c'est que vous feriez mieux de consacrer toute votre énergie à montrer des signes de chaleur et de compétence. Il est donc essentiel que ces éléments soient équilibrés. Les signes de chaleur sont des signaux de confiance et de sympathie et d'affabilité. Les signes de compétence sont des signaux de fiabilité, de puissance et d'efficacité. Les personnes très charismatiques répondent rapidement à 2 questions lorsque vous les voyez pour la première fois à la caméra, sur leur profil LinkedIn ou en personne. Ce sont les questions que nous posons en silence à chaque personne rencontrée. Puis-je vous faire confiance? Puis-je compter sur vous? Répondre rapidement aux questions en utilisant des indices est la formule pour être considéré comme plus charismatique. C'est tellement intéressant. Et parce qu'il semble en fait que ces 2 caractéristiques du charisme pourraient presque être en concurrence à un certain point. D'accord, c'est un très bon point. Oui, donc ce qui arrive souvent, la raison pour laquelle les personnes charismatiques sont si spéciales, c'est parce que la plupart d'entre nous n'ont pas d'équilibre. La plupart d'entre nous sont trop hauts et je veux aussi être clair, c'est comment vous mettez en valeur votre chaleur et votre compétence, pas nécessairement votre véritable chaleur et compétence. Par exemple, la plupart de mes étudiants sont des personnes très performantes, brillantes, très intelligentes, qui ont du mal à mettre en valeur leurs idées. Ils ont de grandes idées, mais peinent à obtenir de l'adhésion. Voici le problème des gens très intelligents. Les gens très intelligents sont axés sur la compétence. Ils obtiennent d'excellentes données, graphiques et diagrammes appuyés par une solide recherche. Leurs diapositives sont superbes. Mais s'ils oublient enfin de présenter ou d'envelopper cette idée dans la chaleur, cela laisse les gens se sentir méfiants. Des études montrent que trop de compétences peuvent être un problème, d'après les résultats des recherches. Sans assez de chaleur, les gens se méfient de vous et ils se méfient de vos idées. La malédiction des gens intelligents est qu'en se focalisant uniquement sur leur intelligence, personne ne les croit. Salut tout le monde, Scott à l'appareil. Je tenais à remercier sincèrement chacun d'entre vous. 6 ans de ce spectacle, et c'est vraiment grâce à vous, vos écoutes, votre soutien, vos partages. C'est ce qui fait avancer les choses depuis le début. Je ne m'attendais pas à un tel impact, ni à toucher autant de vies. Les histoires et leçons que nous partageons ensemble, c'est vraiment humbling et je crois que nous construisons quelque chose de vraiment spécial ici. Une communauté où personne n'a à réinventer la roue. Nous sommes tous dans ce ensemble apprenant et grandissant. Et voici ma demande, si vous aimez cette émission, si elle a fait une différence pour vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Dites-le à un ami, postez sur les réseaux sociaux, peu importe ce qui fonctionne. C'est la meilleure façon de maintenir cette chose forte, d'inviter encore de meilleurs invités et de partager plus de sagesse qui change la vie. Vous pouvez trouver à ce tourist spot et écouter nos podcasts sur successstorypodcast.com. Si vous aimez la vidéo, allez sur ma chaîne YouTube à l'adresse youtube.com/cscottd. Clary ou la newsletter newsletter.scottdclary.com. Faites simplement passer le mot. Je vous suis infiniment reconnaissant. Poursuivons notre apprentissage et notre développement. Et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. D'accord, revenons à l'émission. Je suis en train de l'assimiler. C'est très fascinant. Alors allons-y, je veux dire, nous plongeons vraiment rapidement dans les détails du charisme, donc nous pouvons continuer sur cette voie. Je veux toujours comprendre. En fait, continuons sur cette voie. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, je veux comprendre comment les gens peuvent... Je pense que les gens, au moins les auditeurs de ce podcast particulier, ils comprennent la compétence et ils sont probablement trop axés sur ce côté et je supposerais donc... Cependant, lorsqu'ils vous écoutent et que vous dites que la chaleur doit s'équilibrer et qu'il doit y avoir presque cet équilibre, vraiment faute d'un meilleur mot, de ces 2 composants, comment quelqu'un peut-il fabriquer de la chaleur parce que c'est un composant manquant? Dans un contexte professionnel, que ce soit pour un rendez-vous, une présentation à des investisseurs, décrocher un emploi,
recruter un collaborateur ou le convaincre de rejoindre votre entreprise si vous êtes très compétent. Alors il y a ce désaccord et cette méfiance. Et alors, vous n'optimisez pas l'efficacité dans cet engagement particulier. Oui, donc c'est le défi numéro 1 de tous nos étudiants. Donc à l'école des gens, j'ai un programme où c'est exactement ce qui se passe. Ils arrivent et se demandent comment fabriquer un verre. Je ressens leur confiance. J'ai une idée. Ce que je dis toujours, en fait, vous avez un verre. Donc nous ne fabriquons rien. Parfois, je rencontre des gens qui n'aiment pas mon idée. Je vais être dur. Il est ardu de créer de faux verres. Les gens peuvent le faire un peu, mais si vous voulez vous lancer dans une autre entreprise, je leur demande s'ils sont passionnés par l'argent, par l'aide, ou s'il y a une autre passion qui les motive. L'une est que oui, votre idée est vraiment importante. Obtenez votre diapositive correcte, obtenez vos données correctes, faites votre due diligence correctement et souvenez-vous à quel point vous êtes incroyablement excité à l'idée d'aider quelqu'un, à quel point vous êtes incroyablement excité à l'idée de gagner de l'argent. C'est de la vraie passion. Et souvenez-vous que vous avez fait la due diligence et c'est de là que vient la confiance, n'est-ce pas? La confiance donne aux gens de la compétence, de la fiabilité ou de la compétence. D'accord. Ensuite, nous arrivons à la partie fabrication, c'est-à-dire la mise en valeur. Vous avez la passion, la confiance et la compétence. Comment signalez-vous les deux? Cela revient spécifiquement aux différents canaux de communication. J'ai simplifié environ 4 canaux de communication. Il y a beaucoup de façons de le faire, mais c'est une sorte de cadre pour y penser. Parce que moi, en tant que personne maladroite, je me disais, j'ai besoin de simplicité. J'ai besoin de savoir exactement quoi faire pour montrer de la chaleur. Alors, nous montrons de la chaleur à travers 4 canaux. Premièrement, nos mots et le type de mots que nous utilisons. Je donnerai un exemple de chaque sous peu. Deuxièmement, notre langage corporel, gestes, expressions faciales et postures. Troisièmement, le ton de notre voix, la prononciation, le volume, le rythme et la cadence influencent la façon dont notre message est perçu. Le dernier et le plus petit aspect concerne nos ornements, images, couleurs portées, coiffure, pilosité faciale, arrière-plan zoom, signaux et images sur notre site web. Ce sont 4 canaux. Les gens cherchent constamment à travers ces 4 canaux pour essayer de trouver des signaux de chaleur et de compétence. Prenons l'exemple du langage corporel. Les personnes très charismatiques, lorsque vous les voyez pour la première fois, ont un équilibre parfait de signaux non-verbaux de chaleur. Elles vous signalent et les signaux non-verbaux de compétence vous signalent. Une inclinaison de la tête est un signe universel d'engagement, quelle que soit la culture, le genre ou la race. C'est un exemple de signal déformé. Quand vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous entendez ça ?», ils exposent leurs oreilles, signe littéral qu'ils sont à l'écoute. Des études montrent que même sur une photo de profil LinkedIn, une légère inclinaison de la tête peut influencer la perception des gens sur la personne, n'est-ce pas? Une personne chaleureuse ou charismatique pourrait avoir la tête inclinée sur sa photo de profil. Même assis sur une photo de profil statique, ils ont une inclinaison de la tête et ils ont aussi un contact visuel direct avec la caméra et ils sont aussi face à la caméra, donc ils orientent leur torse, leurs hanches et leurs orteils vers la caméra. Nous aimons aussi les personnes qui sont complètement face à nous. Si nous aimons être alignés avec eux, ces indices se compensent une fois que vous les accumulez. J'ai identifié 97 indices différents. Telle une recette, vous pouvez saupoudrer les indices chaleureux et de compétences que vous appréciez. Quand vous vivez votre vie, il y a évidemment beaucoup d'indices différents à retenir, environ 97. C'est considérable. Quels sont les principaux? Quelles sont en quelque sorte l'introduction à être charismatique et à intégrer ces indices dans votre quotidien? Quelles sont les choses auxquelles les gens devraient commencer à penser? Un peu comme l'étape 0. D'accord. L'étape 0 concerne en fait les mots. Et la raison de cela est qu'en tant qu'humains, nous pensons généralement à ce qu'il faut dire. Nous nous concentrons moins sur le langage corporel. J'aime donc toujours commencer par les mots. De plus, tant de nos impressions se font par email ou sur LinkedIn. Donc en fait, les mots sont quelque chose sur lequel nous pouvons nous concentrer. C'est le plus facile. Donc voici l'étape 0. Dans votre photo de profil LinkedIn, avez-vous un équilibre de chaleur et de compétence des indices verbaux? Une étude fascinante démontre la puissance de ce phénomène. Dans cette expérience, les chercheurs ont réparti les participants en 2 groupes distincts au sein de leur laboratoire. Le premier groupe est entré dans le laboratoire et a salué le chercheur. Le chercheur a annoncé qu'il jouerait aujourd'hui au jeu de Wall Street, un jeu de type dilemme du prisonnier. Le second groupe a rejoint le même labo avec le même chercheur qui leur a dit « Bonjour, aujourd'hui vous participerez au jeu de la communauté ». L'astuce était que les jeux étaient identiques. Tout était identique, hormis un changement de mots. Certains participants étaient informés qu'ils jouaient au jeu de Wall Street, tandis que d'autres jouaient au jeu de la communauté. Tous ceux à qui on a dit qu'ils jouaient au jeu de Wall Street ont partagé en moyenne un tiers de leur profit.
Tous ceux à qui on a dit qu'ils jouaient au jeu de la communauté ont partagé en moyenne 2/3 de leur profil. C'est une expérience incroyable et il a été démontré de différentes manières que même suggérer à quelqu'un qu'il joue le jeu de la communauté active une partie de leur cerveau qui pense littéralement de manière communautaire et ils prennent cela comme un signal de comportement puis ils agissent de manière plus communautaire, là où les personnes à qui on a dit qu'elles jouaient à un jeu de Wall Street ont agi de manière plus compétitive. Je partage cela parce que les mots qui sont dans votre profil LinkedIn, s'ils sont stériles ou trop jargon d'affaires, ils n'ont aucun signal de comportement du tout. Alors, réfléchissez à comment équilibrer les indices verbaux de valeur et de compétences dans vos emails et profils LinkedIn. Par exemple, les mots chaleureux, davantage de l'art que de la science, nous procurent une sensation de chaleur et de douceur. Ils nous incitent à nous connecter et à communiquer. Des mots comme heureux, ensemble, meilleur, tous les deux, notre, collaborer, communautaire. Ce sont des mots comme ça. Les mots compétents activent une partie de notre cortex préfrontal, nous donnant envie d'agir. Il s'agit de mots tels que pouvoir, efficace, brainstorming, liste de contrôle, réussir, accomplir et maîtriser. Quand nous les entendons, notre cerveau se dit « Oh, nous ferions mieux de nous mettre au travail. Nous ferions mieux de faire les choses. » Ces mots sont des indices de comportement. Le premier point est de réfléchir à comment en ajouter plus, sans excès. N'oubliez pas, un seul mot a suffi pour changer considérablement le comportement dans cette expérience. Comment intégrer ces éléments dans vos emails, invitations, support marketing et profils sociaux? Même vous remarquerez comme sur mon Instagram, j'ai un mélange parfait de signaux de chaleur et de compétences dans ma bio. Eh bien, j'ai des questions sur la façon dont vous vous organisez maintenant, car je sais que vous avez beaucoup réfléchi à cela. Je suis curieux de votre parcours. Je suis curieux de tout. Ouais, donc presque tout ce que je fais est délibéré, car j'essaie de me préparer au succès en tant que personne maladroite en rétablissement. Plus je contrôle les signaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mon passé, plus cela m'aide à me sentir serein. C'est comme ma voie secrète vers l'assurance. Et donc, comme sur Instagram, dans mon profil, j'ai, comme tu sais, maman aussi très chaleureuse, n'est-ce pas? Je suis un héros de Wall Street et un auteur à succès. Très compétente, n'est-ce pas? Que je suis une personne maladroite, en convalescence, drôle, chaleureuse, vulnérable, n'est-ce pas? Mais j'ai comme créatrice de l'école des gens. Super compétente, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez équilibrer cela dans votre profil et ensuite dans ma grille. J'essaie d'avoir un équilibre de posts chaleureux et compétent sur le cours d'un mois, donc parce que je sais que c'est là que je progresse. Donc, comme super avancé, je pense que nous devons aller ici, c'est-à-dire je veux que vous ayez un équilibre, mais je veux aussi que vous le réglez comme un thermostat. Et c'est ce que font les personnes très charismatiques. Il y a certaines personnes qui sont plus chaleureuses, n'est-ce pas? Par défaut, il y a généralement un déséquilibre. Mes publications chaleureuses leur plaisent. J'ai certains abonnés qui sont super compétents, comme des analystes de données, des chercheurs. Mes publications compétentes leur plaisent. En tant que créatrice et enseignante, mon travail est de rencontrer chacun là où il se trouve. Je vais donc fournir à mes élèves le contenu adapté. Je donnerai leur contenu à mes personnes calmes. Lors de mes conférences principales, ma présentation sur scène dure généralement 60 minutes et je compte mes diapositives. Elles offrent un équilibre parfait entre des diapositives chaleureuses et compétentes. Des diapositives conviviales, cadeaux, mèmes, récits et preuves sociales. Diapositives compétentes avec données, graphiques et recherches scientifiques, comme un marqueur de crédibilité tel que le Wall Street Journal. Exemple amusant. Je sais que si je veux être un meilleur enseignant, je ferais mieux de rendre mon contenu à la fois chaleureux et compétent. Cela concerne chacun selon ses préférences. Maintenant, je veux simplement lier deux pensées sur lesquelles nous avons un peu touché, car je pense que c'est très important. Donc, les gens commencent maintenant à comprendre les fondements de base du charisme. Mais encore une fois, cela peut combler le fossé d'être une personne maladroite en convalescence si vous comprenez que votre comportement est basé sur la science. Cependant, je suis sûr que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire de simplement commencer à adopter ces signaux dans la façon dont vous vous présentez et comment vous vous mettez en avant dans le monde. Et tout à coup, votre confiance est réparée du jour au lendemain et vous ne vous remettez plus, mais vous n'êtes tout simplement plus une personne maladroite. Donc, je pense qu'il est important de faire le lien entre ces deux choses, car je pense que tout le monde qui comprend ces différents signaux va comprendre comment il y a un potentiel résultat positif à les adopter. Donc, je serai mieux capable de m'adresser à une foule en me basant sur la science et les données.
je serai capable de lever des fonds ou je serai peut-être un peu mieux reçu lors d'un rendez-vous en ne paraissant ni trop chaleureux ni trop compétent. Mais malgré tout, il y a beaucoup de travail interne que nous devons faire. Oui, les avantages sont à la fois externes et internes, et ils forment une sorte de cycle, n'est-ce pas? Alors, Comme extérieurement, lorsque vous êtes plus charismatique, quand vous signalez clairement que je peux vous faire confiance et compter sur vous à tout moment, c'est cela le charisme. Lorsque vous êtes sur scène, en vidéo ou en rendez-vous, signalez clairement ces éléments. Les gens cesseront de vous sous-estimer en apparence. Vous allez arrêter d'être ignoré. Vous serez perçu comme plus mémorable et aurez une présence plus confiante. Vous allez obtenir de meilleurs retours des personnes avec qui vous êtes. Vous allez obtenir plus d'adhésion à vos idées. C'est une chose très externe dont vous êtes immédiatement récompensé. En interne, ce que cela fait, c'est que, avant même d'entrer dans la pièce et d'obtenir des retours positifs, je me sens mieux parce que je ne suis pas en train de trop réfléchir socialement. Je sais exactement quelle va être ma question. Je sais exactement quoi faire avec mon corps, mes mains, mon visage, mes gestes. Je sais comment m'exprimer dans une gamme vocale qui me sert, qui semble vocalement compétente. Et la compétence vocale est un aspect très important de la façon dont nous sommes perçus. Je me sens mieux en entrant, ce qui a encore un effet d'entraînement sur moi. C'est presque comme un volant d'inertie que nous commençons à construire. Je reçois de bons retours, ce qui me fait réaliser que les gens m'écoutent. Ils se connectent et créent des liens avec moi. C'est une bien meilleure conversation. Et cela nourrit aussi votre intérieur. C'est comme une belle boucle que je constate avec mes élèves. Cela peut aller de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, mais c'est toujours une boucle. Vous avez mentionné cette recherche et toute la passion pour tout ce que vous étudiez. Cela va commencer avec une étude particulière. Je ne me souviens pas du nom du chercheur, mais il y avait une étude majeure dans laquelle vous vous êtes d'abord plongé. Depuis, vous avez réalisé de nombreux travaux et études personnelles. Y a-t-il eu, juste par curiosité, une évolution dans la façon dont ces dynamiques sociales ou ce charisme a-t-il évolué au fil des années? Est-ce quelque chose qui a toujours été le même tout au long de l'histoire? Ou est-ce que le coronavirus disease et l'intelligence artificielle et tout type de nouvelles injections dans la culture influencent pas la manière dont ces choses se déroulent? Oui, je pense que le coronavirus disease a eu un effet. Je pense que les réseaux sociaux ont eu un effet. Je pense que les réunions Zoom ont eu un effet. C'est peut-être mieux que vous ne le pensez, abaissant ainsi la barre. Expliquez, que voulez-vous dire par la barre est plus basse pour être charismatique? Oui. Je pense, oh non, ce n'est pas bon. Oui, eh bien, ça dépend, oui. Je pense nous sommes plus à l'aise avec moins de contact visuel. Nous sommes plus à l'aise avec une présence un peu maladroite parce que nous ne sommes plus aussi habitués à être en personne autant qu'avant. Et il est devenu plus socialement acceptable d'être maladroit, ce qui peut aussi être une bonne chose. Mais si vous interagissez surtout avec la génération Z, leur manière d'interagir diffère des millennials, de la génération X ou des baby boomers. Et ce qui est acceptable est différent. Je pense qu'en réalité, la barrière n'est pas plus basse. C'est plutôt que plus de variétés de charisme sont acceptables. Et cela pourrait aussi être l'ascension des présidents-directeurs généraux maladroits, l'ascension des fondateurs maladroits, qui sont maintenant sur YouTube, et les interviews nous montrent que même si quelqu'un ne semble pas très confiant, il peut dire des choses intelligentes qui nous impressionnent. Et donc, parce que nous voyons cela, notre cadre a plus d'ouverture à être un peu plus maladroit, ce que je pense a peut-être été plus utile dans l'ensemble, car cela signifie que vous n'avez pas à prétendre être l'extraverti pétillant. Je pense que la bonne nouvelle est nous savons maintenant que tout le monde ne va pas avoir cette personnalité débordante, et c'est bien ainsi. Il y a presque plus de grâce dans tout. Oui, il y a plus de grâce dans tout. Et je veux dire, c'est fascinant parce que je ne connais pas beaucoup d'autres personnes qui font les recherches que vous faites, mais je regardais vos chiffres, comme votre TED Talk a obtenu plus de 4 millions de vues. Votre chaîne YouTube compte plus de 55 millions de vues, probablement davantage depuis que ces chiffres ont été recensés. Mais c'est un sujet tellement personnel et populaire, et je pense que tant de gens ont du mal avec ça, mais il semble presque que les gens ont peur de comprendre cela sur eux-mêmes, parce qu'alors ils commencent à avoir des lacunes. Je veux dire, c'est un problème commercial qui est en quelque sorte un drôle de problème social. C'est-à-dire que je rencontre des gens et ils trouvent des gens à l'école et ils lisent mon livre et ils viennent à l'école et leur vie a changé. Ils rencontrent littéralement leur âme sœur. Ils obtiennent leur promotion
Nous dirons merci beaucoup. Puis-je utiliser votre histoire comme témoignage ou étude de cas? Et ils sont comme oh non, non, je suis gêné. Ils sont comme quoi? Et ils sont comme je suis gêné d'avoir pris des gens à l'école. Je suis genre quoi? Donc, nous avons ce problème où nous avons comme un flux de recommandations. Vous savez, si vous avez terminé l'école où nous demandons « Et avez-vous bénéficié du cours ?» Parrainez quelqu'un et obtenez 50% de réduction. Et tous ces étudiants, incroyables, ils me répondent directement. Ils sont comme « Vanessa, j'adore ton cours, mais je ne peux tout simplement pas le recommander parce que j'ai honte. » Pourquoi, selon vous, les gens ont-ils tellement honte de l'autodéveloppement et d'une meilleure compréhension d'eux-mêmes? Parce que je pense que c'est un net positif. Je suis d'accord. Je prendrai la responsabilité. Ça pourrait être comme un problème de marketing, comme je pense par exemple que Susan Cain a sorti Quiet et a en quelque sorte révolutionné. Ce n'est pas mal d'être introverti et qu'il y a un pouvoir silencieux, là, je pense peut-être, parce que maladroit est mon mot, comme je pense. Si vous savez, j'aime penser aux entreprises. Tout le monde devrait avoir leur mot, comme quel est votre mot que vous allez marteler. Donc, le mot de Susan Cain est silencieux. Peut-être, secondaire, serait introverti. Mon mot est maladroit. C'est plus un mot négatif et donc... Cela pourrait être un problème de marketing de ma part que j'ai besoin de dire réellement. Comme vous comprenez votre présent, vous donnez à votre langage corporel un relooking. Ne signifie pas que vous êtes inférieur ou mauvais, cela signifie que vous apprenez et grandissez et que vous êtes une meilleure personne avec qui travailler. Ne vous en faites pas. C'est un véritable problème commercial auquel nous sommes confrontés. Oui, bien, je pense qu'il y a une stigmatisation négative associée à l'awkward. Mais je pense que, comme vous l'avez mentionné, il y a une nuance culturelle qui fait évoluer tout ce domaine. Je pense aussi que la personne la plus bruyante et la plus extravertie dans un contexte professionnel, surtout, n'est pas vraiment la personne en qui vous avez vraiment confiance à cause de toutes ces raisons que vous venez de mentionner. Mais je dirais que les raisons que vous venez de mentionner ne sont pas en accord avec une sorte de mantra de leadership, de commande et de contrôle qui a vraiment englobé les entreprises pendant les X dernières années. Donc, vous venez d'un point de vue scientifique, mais encore une fois, les personnes que nous avons placées en position de leadership, qui étaient les extravertis, qui étaient scientifiquement orientés par les données, n'étaient pas les meilleures personnes pour le travail, mais elles étaient les personnes qui avaient le travail. Donc, comme maintenant ce que nous comprenons être, un leader ou un manager est en conflit avec la recherche que vous faites, qui est en fait le bon type de personne qui devrait être un leader, quelqu'un qui n'est pas le plus extraverti, quelqu'un qui a un mélange d'équilibre, de compétences et de chaleur, et quelqu'un qui, je veux dire, vous espérez que vous pouvez réellement faire confiance, pas seulement la personne la plus bruyante dans la pièce, la personne qui réfléchit aux idées et prend en compte vos idées. Et c'est probablement la personne qui sera la plus efficace. Mais il s'agit d'un ensemble de pièces qui se combinent en un changement d'affaires, un changement culturel, une meilleure compréhension de qui nous devrions mettre notre confiance et notre foi. Et c'est un nouveau domaine. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient cela ou en parlent en dehors de vous-même. Donc c'est très nouveau. Mon but est d'aider les vrais leaders à obtenir des postes de direction. Oui. Ce sont mes étudiants préférés où ils disent « Je sais que je veux cet investissement ou cette promotion et je suis ignoré. On me sous-estime. » C'est mon type de personne favori à qui je dis « Tu devrais diriger. » Oui. Je suis curieux de savoir si j'ai adhéré aux vieilles écoles et je pense qu'en 2024, nous nous éloignons de cela, mais j'ai adhéré au concept que je veux que mon président directeur général ou mon équipe de direction soit bruyante. Et je veux qu'il commande le contrôle de la pièce. Et puis vous parlez à l'un de vos étudiants et vous vous dites, eh bien, ce n'est pas vraiment la meilleure façon de vous construire, d'évoluer en tant que personne. Comment équilibrez-vous cela? D'accord, allez-y. En fait, nous avons un segment d'étudiants et il y a un segment de population qui sont des extravertis. Nous avons donc 3 catégories d'étudiants. Ambiverts ambitieux, extravertis orientés vers les objectifs et introvertis aventureux. En fait, j'adore nos extravertis parce qu'ils sont dominants. Ils sont généralement bruyants. Ce sont de grands conteurs d'histoires. Ils aiment être le centre de l'attention lors des fêtes. Et en fait, ils n'utilisent pas leur extraversion de manière orientée vers un objectif. On peut donc leur dire que vous êtes intimidant, que vous prenez tout l'oxygène de la pièce, que vous parlez trop, comme trop de complicité. Ainsi, une personne à la voix très extravertie
doit également atteindre la chaleur et la compétence, mais elle doit le faire d'une manière différente. Une personne extravertie est chaleureuse, amicale et diffuse de la chaleur. Leur super pouvoir pourrait être la vulnérabilité. Imaginez si vous aviez un président directeur général extraverti et bruyant qui disait « Oh, je dois réellement partager ce que je suis mauvais, je dois réellement partager quelque chose de vulnérable. Cette chaleur va les rendre tellement plus relatables. Cela transforme leur extraversion en super pouvoir et ils doivent aussi être compétents. Ils ne peuvent pas montrer tout le rapport, toutes les histoires drôles. Écoutez-moi, je suis tellement drôle. Ah, ils devraient être comme vous, savez quoi? Voici un peu de rapport. Mais descendons aux 3 choses les plus importantes dont notre entreprise a besoin en ce moment. Parfois, nous devons rappeler au président directeur général qu'ils sont compétents, même s'ils ne le montrent pas toujours. Votre chaleur est accablante et excessive. Il faut la transformer en vulnérabilité ou en humour pour l'affiner. Et donc, c'est la même chose pour eux. Ils doivent juste le faire d'une manière différente des introvertis. Et nous avons, je dirais peut-être 15% de nos élèves sont comme ça, sont en fait très extravertis et cela ne leur a pas été bénéfique. Eh bien, je dirais que je pense qu'ils verront probablement un changement massif dans les pairs avec lesquels ils travaillent et comment ils sont, et juste la relation qu'ils peuvent construire avec ces personnes lorsqu'ils commencent à traverser ce processus, parce que je pense que c'est presque comme une béquille. C'est comme une béquille qu'ils utilisent, n'est-ce pas? C'est comme s'ils avaient peur d'agir d'une autre manière, parce que c'est tout le monde. C'est tout le monde sur n'importe quel côté du spectre. Si vous avez toujours agi d'une certaine manière et que cela vous a servi à un certain degré, vous ne pensez pas pourquoi changerais-je. Mais le point est que si vous essayez et vous savez améliorer vos compétences, changer un peu, ajouter plus à, vous savez, votre persona et votre personnalité, cela aura un effet positif massif. Je dirais aussi que nous sommes très mauvais pour juger notre propre chaleur et compétence. Et c'est parce que nous ne nous entendons que de l'intérieur. Nous ne nous entendons pas souvent de l'extérieur, n'est-ce pas? Nous ne nous écoutons pas d'un point de vue extérieur. La première étape consiste à transformer la recherche sur la chaleur et la compétence en un petit diagnostic que n'importe qui peut utiliser. Nous l'avons mis gratuitement car cela a résolu un autre problème commercial lié à ce quiz. J'enseignerai ou je parlerai aux étudiants et tout le monde dans la pièce dirait « Oh, j'ai un équilibre. » Tu sais, Vanessa, je suis déjà très chaleureuse. Je n'ai pas besoin de travailler cette compétence. Je serai devant eux et je dirai « Je sais que c'est faux. » Comme je ne vois aucune chaleur, ou comme vous pourriez voir que les gens n'étaient tout simplement pas bons pour comprendre comment ils se présentaient, parce qu'ils pensaient à leur tête. Alors nous avons développé ce diagnostic. Je pense que c'est comme 15 questions. Et je dirais, OK, le premier exercice est que nous allons tester nos perceptions de nous-mêmes et faire passer le quiz à tout le monde. Les gens sont choqués par les résultats qu'ils obtiennent. Et la deuxième chose que je leur fais faire est que je dis, d'accord, je suis tellement contente que vous ayez obtenu vos résultats. Faites-en une capture d'écran. Maintenant, je veux que vous envoyiez cela à quelqu'un avec qui vous travaillez et que vous lui demandiez de le faire comme si c'était vous. Faites semblant d'être eux et demandez-leur une capture d'écran des résultats. C'est ainsi que les autres perçoivent votre chaleur et votre compétence. Cet exercice est probablement très révélateur, mais aussi très déroutant à réaliser. Oui, vous avez mentionné 96. C'était 96 indices, oui. Donc 96 indices que vous avez catalogués. Quels seraient certains des plus surprenants que les gens ne s'attendraient pas? Je crois que l'indice le plus surprenant est en réalité un indice vocal, bien que je sois biaisé dans mon raisonnement. Et j'aime beaucoup les indices vocaux parce que je pense qu'ils sont très négligés et qu'ils sont très en dessous de notre conscience. Pourtant, nous sommes capables de les contrôler. Une expérience de recherche a été menée où des chirurgiens ont été amenés en laboratoire pour enregistrer des clips vocaux de 10 secondes. Cet indice souvent négligé que je vais vous enseigner pourrait changer votre façon de parler. Dans ces clips, ils devaient dire leur nom, où ils travaillaient et leur spécialité. Donc ça ressemblait à ça. Bonjour, je m'appelle Dr. Edwards. Je suis spécialisée en oncologie et je travaille à l'hôpital presbytérien pour enfants, d'accord? J'ai pris des clips et modulé les mots pour entendre le volume, le rythme et la cadence sans distinguer les mots exacts prononcés. Donc le clip sonnait comme ça. Il faudrait beaucoup de temps pour l'avoir, n'est-ce pas? Vous pouviez l'entendre sans distinguer ce qu'il disait vraiment. Ensuite, ils ont demandé aux participants d'évaluer ces clips sur la chaleur et la compétence. Cette étude fait suite à l'étude originale. Maintenant, gardez à l'esprit, ces participants n'avaient aucune idée qu'ils écoutaient des chirurgiens. Ils ne pouvaient pas entendre les mots exacts prononcés. On leur demandait simplement s'ils aimaient cette personne. Cette personne est-elle intelligente? D'accord.
Ce qu'ils ont découvert, c'est que les médecins qui avaient les notes les plus basses en matière de chaleur et de compétences avaient le taux le plus élevé de poursuite pour faute professionnelle. Cela signifie que nous ne jugeons pas les gens sur leurs compétences. Nous jugeons les compétences des gens dans les premières secondes après les avoir entendus, selon notre perception. Ainsi, le plus grand modèle était que les médecins qui avaient les notes de chaleur et de compétences les plus basses utilisaient l'inflexion de questions sur leur nom. Donc, au lieu d'affirmer, ils montent dans leur phrase. Tout sonne comme une question, même sans en être réellement une. Donc, leur introduction sonnait comme ça. Bonjour, je m'appelle Dr. Edward. Je suis spécialisé en oncologie. Je travaille à l'hôpital presbytérien pour enfants. Eh bien, quand vous demandez votre nom ou votre numéro ou votre chronologie ou votre prix ou votre limite, vous dites à une autre personne « je n'y crois pas vraiment et vous ne devriez pas non plus ». Alors je fais des tonnes de formations de vente et je sais toujours quel vendeur va obtenir le taux de clôture le plus bas et le plus de résistance. Et c'est le vendeur qui demande leur numéro. Ils sont au téléphone. Ils disent « nous aimerions avoir votre entreprise. Nous aimerions travailler avec vous. Et le coût de notre service est de 5 000 $. Vous suppliez les gens de négocier avec vous si vous demandez vos chiffres. Alors ce que je dirais, c'est si vous pouviez repartir avec un conseil de ce podcast, c'est de ne jamais demander votre nom, votre numéro, votre calendrier ou une limite. Si vous avez des informations importantes, déclarez-le. Ne le demandez pas. Pourquoi les gens se contenteraient-ils de demander quels sont les mécanismes internes qui se passent dans leur cerveau, où ils ne peuvent même pas se sentir suffisamment confiants pour demander leur propre nom? D'accord. Donc, deux choses se passent à l'intérieur que je trouve vraiment intéressantes. La raison pour laquelle nous utilisons une inflexion de questions accidentelles. Il y a deux raisons. La première est juste, comme vous l'avez deviné, le doute. Ou, désolé, il y a trois raisons ici. L'une est l'appropriation culturelle, dans le sens de... Beaucoup de femmes californiennes peuvent parfois utiliser l'inflexion de questions parce qu'elles l'entendent. Et nous sommes en train de nous mirer. Nous sommes des créatures sociales. Donc, vous savez, si vous regardez les Kardashians, tout est comme Kim. Qu'est-ce que tu fais, Kim? Tu sais, tout est en haut. Et donc, si tu l'écoutes, c'était bien. D'ailleurs, tu as réussi ça. Donc, une peut-être juste que vous l'entendez, c'est la plus petite. La deuxième est un véritable doute. Et cela se produit lorsque nous ne sommes pas sûrs de nous ou que nous ne sommes pas sûrs de la chose. J'entends beaucoup de gens comme j'écoute leurs discours, comme j'aime écouter, comme vous savez, des discours d'1 à 2 minutes. Alors, je sais toujours de quoi ils sont le plus nerveux parce qu'ils le demandent. Car lorsque nous sommes nerveux, nous le demandons vraiment, tu me crois? Est-ce correct? Nous cherchons une validation, donc nous le révélons quand nous sommes nerveux. Et le dernier, le plus important, c'est la tromperie. Ainsi, les menteurs utilisent souvent involontairement l'intonation interrogative car ils se demandent s'ils sont crus. Donc, nous avons fait, j'adore la recherche sur la détection des mensonges. Nous pourrions en parler pendant 1 heure entière. Donc, nous avons fait de grandes expériences de détection de mensonges dans notre laboratoire. J'ai demandé aux gens d'enregistrer 2 vérités et un mensonge sur eux-mêmes. Nous avons ensuite enregistré leurs réponses. J'ai cherché les modèles des déclarations mensongères comparés à la déclaration vraie. Le plus grand modèle, il y en avait quelques-uns, mais le plus grand était que les gens posaient leurs mensonges. Donc ça sonnait comme ça. Voyez si vous pouvez deviner, Scott, quel est mon mensonge? D'accord, vas-y. J'adore les chiens. J'ai 2 filles. J'adore la coriandre. Je suppose que tu n'aimes pas la coriandre. Je Déteste la coriandre, n'est-ce pas? Sancho est comme une abomination pour toute la terre. suis d'accord, en fait. C'est drôle. Je ne l'aime pas non plus. Mais oui, vous pouvez l'entendre. Vous pouvez l'entendre. Donc la tromperie, quand quelqu'un... Souvent, il utilisera la réflexion de la question, ce qui pose problème. En tant qu'humains, nous n'apprécions pas les réflexions de questions accidentelles, même si cela est dû à Kardashian. Notre cerveau se demande « ment-il » parce que nous savons intuitivement que si quelqu'un nous demande un chiffre, il pourrait mentir à ce sujet. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsqu'ils mettent des gens sur des machines d'IRMF et qu'ils scannent leur cerveau et qu'ils leur montrent des extraits de personnes utilisant une inflexion de questions accidentelles, le cerveau passe de l'écoute à l'examen minutieux. L'endroit où vous écoutez modifie littéralement votre cerveau. Si quelqu'un me dit qu'il aimerait travailler avec moi et que mon entreprise est formidable, mais que le coût du service est de 5 000 $, mon cerveau se dit « wow, attendez 1 minute ». Et je commence à passer en mode d'examen minutieux, ce qui est très différent d'être à l'écoute. Et c'est pourquoi dans les ventes ou les relations interpersonnelles, vous obtiendrez des gens qui tout à coup se sentent repoussés, fermés, méfiants. C'est parce que vous avez déclenché leur sens d'araignée, faute d'un meilleur mot.
Et la plupart des gens ont une intuition par rapport à tous ces indices. Comme vous le savez, il y a 96 indices, souvent identifiés, mais sans nom précis, selon de nombreuses personnes. C'est donc ajouter un nom à votre intuition d'araignée, qui est souvent juste. Alors faisons l'hypothèse que le public n'est pas un tas de menteurs et qu'ils remarquent qu'ils font cela eux. Qu'est-ce que c'est, la fille de la vallée? Os, c'est ça? Ou le quoi que je ne sais pas? C'est politiquement correct, je ne sais plus, mais peu importe. C'est l'inflexion ascendante à la fin de la phrase, parler vers le haut, c'est ça. Oui, donc disons qu'ils font ça, ils ne mentent sur rien, mais ils ont cette tique. Alors quelle est la stratégie pour tuer cette tique afin que, encore une fois, vous ne déclenchiez pas cette partie de votre cerveau qui a le sens de l'araignée? D'accord, la bonne nouvelle est qu'avec la plupart des indices, la prise de conscience apporte une résolution immédiate. Donc c'est tellement drôle comme j'ai travaillé avec des étudiants où ils sont devant moi et ils parlent littéralement en parlant vers le haut tout le temps et puis je leur dis qu'ils parlent en parlant vers le haut et je leur montre comment parler vers le bas. Nous descendons à la fin de nos phrases. Nous lançons nos mots vers le bas à la fin des phrases. Cela s'est immédiatement corrigé. Si vous vous entendez faire cela, vous pouvez le corriger immédiatement. Il suffit d'en être consciemment conscient. Il faut environ 2 à 3 jours de conversation pour que cela devienne un automatisme. Et est-ce quelque chose qui se manifeste si vous ne vous sentez tout simplement pas à l'aise avec le sujet en question ou y a-t-il des choses plus profondément enracinées qui pourraient le causer? Cela dépend de 3 choses. J'encourage également Les gens, à réécouter les appels Zoom enregistrés ou présentation enregistrée? des choses qui étaient, vous savez, une session de questions-réponses ou un argumentaire de vente où vous étiez nerveux et ensuite revenir et identifier où vous avez accidentellement utilisé la réflexion de la question. C'est ce que vous devriez pratiquer. Beaucoup utilisent cette technique sur les parties de leur présentation ou argumentaire de vente qui les rendent nerveux. Je leur dis que c'est précisément ce qu'ils doivent pratiquer. La plupart de nos étudiants font de nombreuses présentations. Voici ce que vous devez pratiquer. Votre introduction, où vous utilisez accidentellement l'intonation interrogative dans une présentation précédente, les questions et sujets qui vous rendent le plus nerveux en pratiquant leur délivrance et votre dernière ligne. C'est tout ce que vous payez. En vous concentrant sur ces 4 domaines, votre présentation sera grandement améliorée. Quelle serait une chose que, vous avez mentionné plusieurs tactiques que les gens prennent immédiatement, mais quelle serait une chose, même quelque chose dont je ne vous ai pas demandé, qui, selon vous, se rattache à cela que les gens devraient savoir? Sur votre photo de profil, ne faites pas un faux sourire. Les gens pensent que c'est chaleureux et en réalité, c'est inauthentique. Un vrai sourire engage les muscles de la joue supérieure, juste à côté des yeux, aussi appelés pattes-doigts. Si vous vous demandez pourquoi vous ne faites pas une bonne première impression ou pourquoi les gens ne vous contactent pas autant, cela pourrait être parce que vous affichez un faux sourire sur votre photo de profil. Je préfère donc que vous ayez un visage neutre sans sourire ou alors un sourire complet. Évitez tout intermédiaire entre les deux. Et à ce sujet, ne montrez pas un demi-sourire ou un sourire narquois. Donc, un demi-sourire, quand un côté de votre bouche est levé, c'est un sourire asymétrique. C'est en fait une micro-expression universelle de mépris. Micro-expression, il y a beaucoup de recherches intéressantes qu'ils font sur les expressions faciales. Mais cette élévation d'un côté de la bouche est une expression de mépris ou de dédain. Je le vois dans les photos de profil. Et je me dis, oh non, vous gâchez votre première impression, car cela vous donne un air pessimiste, un peu méprisant. Alors soyez neutre ou complètement souriant, sans asymétrie accidentelle ou accumulation de visage. C'est fascinant. Donc vous, je ne veux pas que les gens s'éloignent de ce podcast en étant inquiets parce que vous mentionnez des photos de profil sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux et puis tous ces 96 indices. Il y a beaucoup à considérer, mais nous en avons parlé. Allez-y, désolé. Je sais qu'il y a beaucoup, mais souvenez-vous que ces petits indices comptent. Donc, si vous changez un indice, comme mettre à jour votre photo de profil de rencontre pour avoir un smile ou un visage neutre, cela change complètement votre première impression. Des études ont démontré que différentes photos d'une personne peuvent donner des premières impressions radicalement différentes. Même si cela semble beaucoup, ne pensez pas à l'omniscience en 96. Nous avons mentionné 8 ou 9 indices pendant cet appel. En commençant avec ces 8 ou 9 éléments, vous serez largement en avance. Bien que ce soient de petits signaux, ils ont un impact considérable. Pour s'améliorer, les gens devraient aller là où ils peuvent descendre dans le terrier du lapin après avoir écouté ceci. Site web social, où vont-ils? Mon livre s'intitule Indices et contient les 97 indices au complet.
Mon premier livre, Captivate, traite des premières impressions et de la conversation. Si vous voulez vraiment de l'aide, vous n'aimerez pas les heures de bureau avec moi. C'est l'école des gens. Nous ouvrons des cours toutes les 3 semaines. Et donc, c'est sur scienceofpeople.com et mes livres sont sur Amazon Audible et je les lis. Donc, assez bien. Tu as fait ça, tu as fait ton... Propre Audible. Bon pour. Oui. Tu plaisantes? J'enseigne la puissance vocale dans les indices. J'ai dit à mon éditeur que je devais le lire comme si c'était le seul. Celui qui est valide, c'est un... Pointe valide. Ouais, donc tout cela ira dans les notes de l'émission, désolé. Je voulais juste obtenir une dernière chose de toi, je suppose, 2 dernières pensées rapides. Cela aidera également le public, la plus grande idée fausse sur le charisme ou les indices sociaux que tu veux juste écraser maintenant. Un vraiment petit idiot. Quand quelqu'un a les yeux fuyants, cela ne signifie pas qu'il ment. Je ne sais pas pourquoi ce mythe a circulé. J'ai aussi entendu dire qu'un mythe comme si quelqu'un regarde vers la gauche, cela signifie qu'il ment. Si quelqu'un regarde vers la droite, cela signifie qu'il dit la vérité. Non, cela n'a jamais été prouvé. En fait, les menteurs vous regardent généralement plus dans les yeux parce qu'ils veulent voir si vous les croyez. Les yeux fuyants ne sont qu'un signe de nervosité. Bien. Enfin, j'aime toujours souligner votre belle carrière. Évidemment, j'ai besoin de savoir si vous retourneriez en arrière et diriez à votre moi de 20 ans une chose après toute la carrière et toutes les leçons que vous avez apprises. Quelle serait cette chose? C'est amusant. J'ai débuté sur YouTube en 2007. Ça fait un moment. Et Dieu merci d'avoir commencé si tôt, parce que j'ai beaucoup appris, alors que ça n'avait pas autant d'importance. Tu sais, avant qu'il y ait moins de regards, je me dirais juste de m'amuser davantage avec mon contenu. Je pense que je peux devenir très sérieuse et très compétente, donc je me plonge beaucoup dans la recherche, les données et la science, et parfois les gens veulent juste s'amuser un peu. Et donc j'aurais aimé me dire plutôt qu'il est OK d'être vulnérable et d'avoir un peu d'humour. Comme si tu ne parles pas de la science, c'est OK.